Amis des haut-parleurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on peut mesurer l'impédance d'un haut-parleur. Un haut-parleur, comme celui-là par exemple, c'est un petit, ils sont à peu près tous faits de la même façon, les haut-parleurs comme ça, c'est-à-dire que c'est un aimant, une bobine mobile qui est reliée ici à une membrane, et on voit ici les deux fils qui arrivent à cette bobine, et quand on fait circuler un courant dans la bobine, ça crée donc un champ magnétique qui réagit avec l'aimant et fait déplacer ici la membrane. Le but ici, donc, c'est pas tellement de voir ça, mais ce qu'on appelle l'impédance, en fait, c'est important, parce que en fait, c'est la charge que ça va représenter par rapport à l'amplificateur. Alors, c'est quoi l'impédance? C'est un petit peu différent de la résistance, parce que la résistance, c'est en courant continu. Donc, si ici, par exemple, voilà, je prends un ohmmètre, et je mesure bêtement la résistance en continu de ma bobine, on voit que j'arrive à 3,7. 3,7 ohms, ce qui est la résistance en courant continu. Mais comme je viens de vous le dire, c'est une bobine, et que une bobine c'est un élément qui est réactif, en fonction en fait de la fréquence, cette résistance va changer. Alors généralement, donc, ce qu'on appelle l'impédance, c'est plutôt la charge, pas en régime continu, parce que le haut-parleur, on va pas s'amuser à le mettre en continu. Donc là, l'astuce, c'est de mesurer en fait cette impédance. Alors il y a plein de techniques pour le faire, il y a plein d'appareils plus ou moins compliqués. Déjà, il faut savoir que cette impédance, elle va être différente en fonction de la fréquence. Et alors généralement, d'après ce que j'ai vu sur les haut-parleurs, c'est spécifié à une fréquence de 1 kHz. Mais après, on peut très bien faire une courbe de l'évolution de l'impédance avec la fréquence, sachant que plus la fréquence va augmenter, vu que c'est une bobine, plus l'impédance va augmenter aussi. Mais ça va éventuellement donner une idée. Alors comment on peut faire pour mesurer ça? Eh bien, je vais vous montrer comment, avec un simple oscilloscope et un générateur, on peut le faire de façon relativement précise et assez facile. Alors regardons comment. Alors voilà en fait comment on va procéder. On va utiliser une technique qui est très ancienne et très connue, qui est d'utiliser ce qu'on appelle un pont de mesure, typiquement ce qu'on appelle un pont de Weston. Et le principe de ce pont de Weston est relativement très simple à comprendre. Ici on fait ce montage où on va mettre un signal, donc qui peut être alternatif ou continu. Ici ce qui nous intéresse c'est alternatif, avec ici deux résistances dont la valeur est connue. Ici, la valeur de ce qu'on veut mesurer, donc ici notre haut-parleur, et ici une résistance variable. On voit que chaque branche ici, de chaque côté, fait un diviseur de tension. Imaginons que le haut-parleur ici fasse 8 ohms. Ici, on va avoir un diviseur de tension, et ici la tension résiduelle qui correspond au facteur de division de 100 ohms et 8 ohms. Ici, de l'autre côté, si à un moment donné, je règle ma résistance ici sur 8 ohms, et bien, comme ici, il y aura le même facteur de division, j'aurai une tension nulle entre ce point-là et ce point-là. Donc l'idée, en fait, c'est de régler ici cette résistance-là jusqu'à avoir ici une tension nulle. Et quand la tension est nulle, eh ben, je peux mesurer la valeur de cette résistance-là, qui sera forcément égale à celle-ci. Alors, pourquoi j'ai choisi des résistances de 100 ohms? Ici, j'ai un générateur qui a une impédance de sortie de 50 ohms. Comme l'impédance ici est très faible, elle est très proche de 100 ohms, 100 ohms en parallèle sur 100 ohms, ça fera à peu près 50 ohms, donc c'est histoire de donner une charge correcte au générateur. Ici par contre, je vais avoir une résistance qui va falloir faire varier de façon très précise enfin, plus elle sera précise, plus j'aurai une mesure simple et précise de mon haut-parleur. Donc voilà comment procéder. Alors la difficulté après, c'est comment on fait pour mesurer la tension entre ça et ça. En effet, l'oscilloscope ici, il mesure par rapport à la masse. Mon générateur ici, il est égal à la masse. Donc ici, je ne vais pas mesurer une tension entre la masse et un point, mais entre deux points différents. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Donc il y a plusieurs façons pour faire ça. On peut utiliser un oscilloscope qui a des entrées flottantes, comme mon petit oscilloscope Antec. Donc lui, il n'en a rien à foutre parce que ses entrées ne sont pas référencées à la masse, donc on pourrait très bien le brancher ici. Mais là, on ne va pas faire comme ça. On pourrait très bien utiliser ce qu'on appelle une sonde différentielle ou un amplificateur différentiel, qui pareil, n'est pas référencé par rapport à la masse, mais c'est pas quelque chose de très pratique, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on a facilement. Donc, si on utilise un oscilloscope courant, là, si je mets la masse de l'oscilloscope
sur un de ces points-là et la sonde à un autre point, bah, la masse court-circuitée ici, ça ne va pas le faire. Par contre, ce qu'on va pouvoir utiliser ici, c'est une particularité qu'ont quasiment tous les oscilloscopes, à savoir de pouvoir additionner les traces. C'est-à-dire que quand on a les traces, on a la voie A, la voie B, on peut aussi avoir la voie A plus B. Donc à ce moment-là, si ici je mets la voie A de l'oscilloscope et ici la voie B, et je les additionne, ici j'aurai A plus B. Vous allez me dire, bah ouais, mais bon, ce qu'on veut, c'est détecter le 0. Et bien là, souvent, il y a une deuxième astuce qui permet d'inverser une des voies, typiquement la voie B. À ce moment-là, ce que je vais avoir, c'est A moins B. Et à ce moment-là, eh ben, je retrouve ici, si je le règle l'oscilloscope de cette façon-là, quand ici j'aurai la tension minimum, voire 0, et ben à ce moment-là, j'aurai bien A moins B, je verrai le 0 de l'oscilloscope. Et là, comme l'oscilloscope peut être très sensible, je peux mettre du gain et avoir vraiment détecter le minimum. En théorie, il devrait arriver à 0. En pratique, il n'y arrivera jamais pour plein de raisons. D'abord parce que le truc ici, la résolution n'est pas infinie. En plus, il va y avoir des capacités parasites, des tas de trucs, des déphasages. Mais le but n'est pas tellement d'arriver au 0 absolu. L'idée, c'est d'arriver au minimum possible. Donc voilà, là on va faire ce montage-là. Donc ici, j'ai pris deux résistances de 100 ohms, hein, qu'on voit ici. Et en résistance variable, là je vais utiliser en fait ce tiroir que j'ai fait, que je décris sur mon site, qui est un tiroir Tektronix passif et qui permet en fait de régler des résistances de charge de façon très précise. Par exemple ici, indépendamment du réglage ici manuel, ben, on voit qu'on peut faire 1, 2, 4, 8, sachant qu'on peut faire des combinaisons. Si je mets 1 ohm et 2 ohms, ben, ça fait 3 ohms. Donc ici, je pourrais ajuster là la résistance de façon à essayer d'avoir la valeur minimum sur l'oscilloscope. Alors, je branche tout ça et on regarde ce que ça donne. Avant de faire la démo sur un oscilloscope moderne comme le Rigol, je voudrais vous montrer sur un oscilloscope classique déjà comment on peut faire. Donc voilà un oscilloscope très classique, hein, un HM203 là, que j'ai restauré. Et on voit que sur les oscilloscopes comme ça, on retrouve bien ici, là dans les réglages, vous voyez la possibilité d'additionner ici deux voies et ici le bouton d'inverse. Donc en faisant additionner et inverser, on aura bien donc la différence des deux voies. Alors maintenant on va plutôt regarder ça sur un oscilloscope. Donc là j'ai fait le schéma donc, que je vous ai montré sur le petit tableau là. Donc j'ai mon haut-parleur, d'ailleurs on l'entend faiblement là parce que j'ai mis un signal à 1 kHz, hein, donc l'amplitude n'est pas grande mais on l'entend un peu. Ici j'ai les deux sondes et mes résistances. Je mets à l'entrée un signal sinusoïdal ici de 1 kHz 5 volts. Et ici on voit bien que j'affiche mes deux voies. Voilà, donc ici on voit les deux signaux que j'ai mis donc à l'entrée du Rigol. Donc voie A et voie B. Là on voit que j'ai pas inversé la voie B par rapport à la voie A. Pourquoi? Parce qu'on va voir que le menu mat du Rigol il est très riche par rapport à celui d'un oscilloscope classique et que je peux faire A plus B, je peux directement faire A moins B. Alors je pourrais faire A plus B puis inverser B, mais enfin c'est compliqué, autant faire directement A moins B. Alors pour avoir accès à ça, il faut appuyer sur le bouton mat, hein. On voit ici un menu qui apparaît qui s'appelle mat. Et quand on appuie dessus, justement, on va pouvoir choisir différentes choses. Donc là typiquement je vais lui dire je veux A moins B. Et ici apparaît une nouvelle trace, en fait, qui est la trace violette ici, qui est A-B. Bon, il y a des petits parasites dessus, parce que, comme mon truc c'est moitié pas bien blindé et tout ça, il y a quelques parasites, mais enfin, c'est pas très important. Et maintenant, ici, on voit qu'on peut choisir la source de A et la source de B. Donc ici, bah, j'ai choisi CH1, CH2. On peut choisir l'amplitude et la position. On peut encore l'inverser, même lui donner un nom. Donc maintenant, bah, le jeu, ça va être de régler la résistance de façon à avoir la courbe violette, donc la plus basse possible. Donc là, par exemple, je suis en 8 ohms, donc je vais mettre 4 ohms, donc on voit que ça baisse. Là, je vais essayer, par exemple, de mettre 3 ohms. Là, on voit que c'est pas mal. Ici, 2, on voit que ça remonte. 1, on voit que ça remonte. Donc, bon là je suis précis, on va dire à un ohm près, hein, mais on voit que là par exemple, quand je suis ici entre 3 et 4, j'ai quelque chose, mais a priori c'est quand même plus petit au niveau de 3 que de 4. Alors rien ne m'interdirait d'avoir un potentiomètre beaucoup plus précis, mais ici ça donne une idée. Donc voilà,
Là en gros je vois que c'est entre 3 et 4 ohms, donc l'impédance de ces haut-parleurs doit être autour de 4 ohms. Alors on voit que c'est pas très loin de l'impédance qui était mesurée en courant continu, hein. Ça donne quand même une indication. Mais ici ça donne une chose de précis. Alors bien sûr on va voir que ça change avec la fréquence. Mettons par exemple ici une fréquence de 10 kHz. 10 kHz, voilà, donc là je vais augmenter. Et là, on va commencer à avoir des problèmes pour appliquer cette méthode. Pourquoi? Parce qu'on voit que les signaux ne sont plus en phase. Ils sont plus en phase. Pourquoi? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le parleur c'est une self, et donc il va aussi déphaser le courant. Donc ici, ça va être difficile de trouver le minimum. On peut le faire, mais enfin, ça va quand même être plus dur et on n'arrivera pas à avoir quelque chose de proche de zéro. On va avoir un minimum, mais ça va pas être très terrible. Alors ce qu'on peut faire par contre éventuellement après, mais là ça commence à devenir un peu plus compliqué, ce serait alimenter chaque branche du pont avec les deux voies du générateur rigole et réajuster la phase de l'un et l'autre pour les remettre en phase pour mesurer. Enfin bon là, je dirais que ça dépasse un peu le cadre de cette vidéo. Ici on voit que ça permet quand même facilement d'avoir une idée de l'impédance rapide, et surtout ce que je voulais vous montrer, c'était pas tellement la mesure de l'impédance en lui-même, mais c'est le fait de pouvoir utiliser en fait un oscilloscope traditionnel, donc qui n'a pas des voies différentielles, en utilisant ce mode en fait entre A moins B qui va ici permettre de faire des mesures séparées de la masse. À la limite, on n'est même pas obligé de brancher la masse. Vu que là, c'est de mesurer A et B, je dirais la masse, elle sert de blindage, mais enfin je veux dire, elle est pas très importante. Donc voilà pour cette petite vidéo, merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.